Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Moi en tout cas je suis en forme. Comme promis, je vais vous faire cette vidéo sur les petites variantes que j'utilise avec mon groupe de joueurs et moi-même lorsque je joue. Ça fait maintenant un peu plus d'un an là du coup un an que j'ai le jeu et à force vous savez qu'on va ajouter quelques petites variantes surtout sur des gros jeux comme ça euh, pour, euh, pour un peu plus de confort, on va dire, dans le jeu. Je sais qu'il y en a qui sont pas adeptes du tout, qui sont des puristes. Alors moi, je suis, on va dire, comment expliquer ça? Je suis un puriste en fait, mais je suis entre les deux en fait. C'est-à-dire que j'adore respecter en fait les règles de base, d'origine, enfin voilà, et à la fois, comme je suis aussi un petit peu auteur de jeu et que je suis quelqu'un de créatif, je prends beaucoup de plaisir en fait à réfléchir à des nouvelles manières de voir un jeu et à jouer différemment sur un jeu. Et évidemment, lorsqu'on joue longtemps à, à Bloodborne, et à un moment donné, on va peut-être avoir des envies de variantes. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vais vous proposer les miennes pour ceux qui sont friands de ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Si vous aimez, ben voilà, ça peut. En fait, c'est pour vous donner des idées. De toute façon, ça va être un peu ça le délire. Euh, donc là, j'ai pris mes petites notes pour par quoi commencer. Allez, on commence sur le matériel. Je vais vous montrer un petit peu les boîtes que j'ai. Voilà, est-ce que j'y vois moi? Parce que vous y voyez, oui, moi je sais pas. Oui, j'y vois. Voilà ce que moi j'utilise en tout cas. Pour les parties, ce sont des petites boîtes comme ça, c'est des petits étalages avec des petites boîtes en, je sais pas en quoi c'est ça, c'est en carton, mais on dirait pas du carton. Pour ranger les petits brouillards, les folies, les petits jetons de lucidité, les cadavres, les petites lanternes, on les voit même pas, oh là là, c'est incroyable. Les petites lanternes que vous voyez là. On va avoir les coffres ici même. Voilà. Ici, ça c'est assez pratique. Donc ça, ce sont les jetons 1 dégât, ça c'est les autres jetons. Ici, on va voir les marqueurs que moi j'utilise. Je l'avais peut-être dit dans une autre vidéo, je me souviens plus. Que j'utilise à la place de ceux-là. Puisque j'expliquais un petit peu pourquoi je fais ça. C'est-à-dire que ces marqueurs-là, pour ceux qui reconnaissent, c'est des jetons du jeu Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. J'utilise pour en fait tout type de marqueurs dans ce jeu parce que je les trouve plutôt jolis et adaptés. Et ceux-là, je vais les utiliser pour marquer le nombre de lucidité qu'a le groupe plutôt que de devoir à chaque fois recompter dans le deck combien on a de lucidité. Et même, je trouve ça plus parlant puisque dans le jeu vidéo, la lucidité est représentée par ce symbole-là. Donc je trouve ça beaucoup plus parlant, en tout cas pour moi, hein, encore une fois, c'est vraiment un avis perso. Pour compter la lucidité, donc on les met soit au rêve du chasseur, comme ceci, ou sur notre plateau de chasseur, à cet endroit-là par exemple, ou là, ou peu importe, on s'en fout un peu. Voilà. Pour les échos de sang, je n'utilise pas ces jetons. Moi personnellement, encore une fois, ça c'est les jetons, on l'utilise comme jeton premier joueur. Voilà. En tout cas, le jeton de premier joueur. À la place, j'utilise les vrais échos de sang, on va dire. C'est pas du sang, mais c'est des échos de sang du jeu de cartes de Bloodborne que je trouve plutôt cool. Hein. Vous pouvez voir. Non, là, vous pouvez pas voir. Hop, un écho de sang, deux échos de sang. Je trouve ça plutôt assez plutôt réaliste, on va dire, entre guillemets. Même si c'est pas du vrai sang, moi j'aurais voulu avoir du vrai sang là. Euh, Ensuite, pour la vie, j'utilise pas les petits points parce que c'est assez galère. J'utilise encore une fois du matériel de Bloodborne, le jeu de cartes. C'est cette roulette que je vais placer à la place des points de vie et qu'on va en fait tourner pour gérer nos points de vie. Hop, on avait 3 points de vie, tac, on le prend. Hop, et on passe à 1. Et hop, c'est terminé. On le place ici. Ça rentre et tout, c'est parfait. Nous, en tout cas, on fait ça. Si on a le matériel, évidemment, eh ben, on peut se le permettre. Hein. Je suis pas en train de. Bon, je sais pas, c'est pas de la magie que je suis en train de faire. Quoi d'autre? Voilà, c'était pour vous montrer le matos. De toute façon, les autres matériels, ça va être des boîtes du genre. Hein.
Vous allez avoir des boîtes du genre, j'ai failli cogner le... Voilà, c'est des boîtes assez en bois, hein, de toute façon, pour ranger toutes les cartes du jeu. Un supplément de la boîte de base. Et voilà, c'était pour montrer le petit étalage assez pratique en fait, ça c'était là. Pendant les parties, comme ça, c'est au moins très clair, c'est bien organisé. Voilà, à ce niveau, je ne suis pas embêté, je vous le dis. C'est assez tranquille, parce que c'est quand même un jeu qui peut, à un moment donné, prendre de la place, surtout si on n'a pas une immense table, hein. Je peux vous le garantir. Le rôle de la poupée. La poupée que voilà. Je m'en sers, enfin, on s'en sert du coup. On la place ici souvent, sur notre plateau. Et on s'en sert en fait. Alors on peut, comme je disais dans la vidéo que vous pourrez aller regarder, c'est sur là où je fais l'ouverture de la boîte de la lune de sang, je crois, de la Blood Moon Box. Où j'explique quel est leur rôle, mais en fait elles n'ont pas vraiment de rôle ces poupées. Elles sont là pour la figuration. En gros c'est pour les fans, mais il y en a qui s'en servent comme jeton premier joueur. Comme jeton premier joueur. Nous on s'en sert pour signer l'activation des ennemis. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais nous ce qu'on fait c'est que à chaque fois qu'on a fini notre activation de chasseur, eh ben on déplace la poupée comme ceci, et en gros on signe l'activation des ennemis, et à partir de ce moment où on a activé la poupée, il n'y a plus de retour en arrière, et là on active les ennemis en gros, on active les ennemis dans l'ordre qu'indiqué par les règles. Ça nous permet en fait d'avoir des meilleures sensations, je trouve, au niveau de la pression, c'est-à-dire qu'on va mieux jouer. Parce qu'on se dit, attention, à partir du moment où je vais faire ça, les ennemis vont s'activer. Donc, en fait, pendant ton tour, tu es en train de dire, voilà, j'espère que j'ai rien oublié, tac, tac, puisqu'il n'y a pas de retour en arrière. Lorsqu'on a fait ça, on ne peut pas dire, ah ben en fait non, je me redéplace là, parce que j'avais oublié qu'il y avait ça et tout. Donc à partir du moment où on a fait avancer cette petite poupée, on va activer tous les ennemis, et je trouve que ça développe des sensations un petit peu meilleures dans le jeu. Et ça nous permet aussi de nous rappeler qu'on n'a pas encore activé l'ennemi, ou que voilà, je sais plus trop vraiment ce que ça nous apporte. Mais en tout cas, je sais que c'est de très bonnes sensations. Voilà pour cette petite variante et utilité de la poupée. En plus, il y en a 4 pour 4 joueurs. Donc je trouvais ça assez cool. Autre variante qu'on utilise, c'est pour la défausse des cartes actions ennemies. Alors les cartes actions ennemies, qui sont les cartes un petit peu les plus mélangées, les plus abîmées, on va dire, même si elles sont de bonne qualité. Voilà, je les ai slivées, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que lorsqu'on va révéler, oh là là, lorsqu'on va révéler des cartes d'action ennemies, ben voilà, comme ceci, on va voir qu'il y a une base. On va en révéler une autre. Les règles nous indiquent qu'on peut consulter cette défausse. Ben, nous, on ne consulte pas la défausse. Alors, je sais parce que à travers toutes les variantes que je vais vous donner, il y a forcément plein de variantes qui vont adoucir le jeu et d'autres qui vont le corser. Mais tout ça est un équilibre, c'est-à-dire que j'ai fait attention à ça quand même. Alors là, oui, ça va un petit peu corser le jeu, mais vous allez voir que les sensations, moi en tout cas personnellement, les sensations, je les trouve vraiment bonnes. C'est-à-dire que il va falloir qu'on retienne un petit peu ce qui est sorti. Alors c'est pas compliqué, il y a quand même 6 cartes, c'est pas non plus... on n'est pas en train de retenir un code de je sais pas d'où, hein. C'est pas un code informatique, c'est pas un code Wi-Fi, c'est pas un code de carte bancaire, c'est juste 6 cartes, 6 pauvres cartes qu'on va essayer de retenir. Encore, c'est pas les 6, c'est un peu moins. Et à chaque fois qu'on va retourner une carte, il va falloir mémoriser ce qui sort. Alors, pourquoi on fait ça? Puisqu'au bout d'un moment, si on arrive à, en fait, en quelque sorte, pouvoir, si on peut, selon moi, encore une fois, consulter un petit peu cette défausse, ben, les ennemis sont trop prévisibles. Et je trouve que, franchement, de conserver le côté un petit peu suspense des cartes ennemies, ça en rajoute un petit peu, hein, c'est pas énorme non plus. Je trouve que ça met un petit peu une certaine pression, c'est-à-dire qu'on va se dire, bon, il y a ça qui est sorti, il y a ça qui est sorti, il y a ça qui est sorti, là, je pense qu'il va sortir ça, tac, donc là, il y a ça qui est conservé, c'est toujours le cas, mais il y a des fois où on va oublier, on va se souvenir on va essayer d'enquêter un petit peu, hein, et se dire, mais
tout à l'heure il avait fait ça, parce que sinon je n'aurais jamais utilisé cette carte. Donc je me souviens, il avait fait une spéciale, tac. Et du coup on va commencer à rentrer dans un truc où on va essayer de se remémorer ce qu'il avait sorti, parce que des fois on peut l'oublier. Et ça recrée en fait, je trouve, une sensation de suspense. Lorsqu'on va révéler la carte, on va être là. Attends, ça va être quoi, ça va être quoi? Et tac, on est là, on est super content parce qu'on est là, ah putain, oh voilà, du coup ça me permet de faire ça, oh j'ai bien joué, je me souvenais qu'il avait fait ça. Je trouve en tout cas personnellement que utiliser cette faculté de mémorisation des cartes permet en fait aux ennemis de conserver quand même une imprévisibilité un peu plus intéressante par moment, parce que c'est encore une fois par moment, c'est pas tout le temps, on mémorise quand même un petit peu ce qui sort, et je trouve ça voilà, intéressant, cette petite variante de ne pas consulter la défausse, ça laisse on peut évidemment regarder ça, hein, on peut regarder celle qui est sortie en dernier, mais plus ça va sortir, plus là on va s'ascorcer, on va se dire ah, mais c'est quoi déjà, je sais qu'il a, comme j'ai utilisé mon pistolet, eh bien ça veut dire qu'il a déjà fait une attaque de base, ça j'avais fait ça, du coup il a fait sa spéciale, et donc du coup, ah ben c'est la fameuse troisième base, donc voilà, je pense que vous avez compris le concept. Variante récupération de cadavres. Là, je me référais à mon petit livre, mon petit bouquin sur les règles additionnelles que je me suis indiqué dans cadavre. Alors, là, le concept, en fait, c'est que lorsqu'un ennemi vous tue, il porte sur lui votre cadavre. Et un ennemi qui porte un cadavre, je vais vous le montrer, c'est un ennemi qui va en quelque sorte conserver les échos de sang que vous portez. Les échos de sang perdus lui reviennent. La prochaine fois qu'un chasseur tue cet ennemi, il récupère les échos de sang en plus de l'écho de sang habituel. Donc si un chasseur vient ici et qu'il le tue, il obtient 2 échos de sang. Voilà. Donc les ennemis conservent le sang que vous perdez. Donc si vous aviez sur votre petit plateau 2 échos de sang, et que vous faites tuer, ben l'ennemi portera 2 échos de sang. On est d'accord, hein, il va porter 2 échos de sang. Et la prochaine fois qu'un chasseur vient le tuer, il faut qu'on aille vers cet ennemi en fait. Il faut qu'on aille vers cet ennemi. Et là, le chasseur pourrait récupérer du coup ce qu'il a perdu. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça, puisque admettons, c'est quoi la suite? La prochaine fois qu'un chasseur tue cet ennemi, voilà. Attention, les cadavres. Ce que j'appelle un cadavre, en fait, c'est un système qui est dans le jeu vidéo, parce que ça, c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer. Dans le jeu vidéo, on peut, lorsqu'un ennemi nous tue, si vous voulez, il récupère tous les échos de sang qu'on avait. Et ils sont sur lui. Et donc, on peut aller dans le jeu vidéo, en fait, tuer cet ennemi qui est porteur de notre sang pour le récupérer ce sang. Et c'est quand même une très grosse stratégie du jeu vidéo. C'est quand même un truc qui est assez... c'est une stratégie assez connue, enfin, c'est un système, plutôt une mécanique, qui est quand même assez imposante dans le jeu, le fait de récupérer un petit peu le sang qu'on a perdu. Donc ça a quand même un risque, c'est-à-dire qu'il faut aller combattre les ennemis sur le chemin, etc. etc. Et j'ai trouvé que ne pas l'avoir retrouvé dans ce jeu, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et là vraiment c'est pour vraiment les fans hardcore du jeu vidéo qui passent un petit peu sur le jeu. C'est une mécanique que je trouve moi plutôt intéressante d'aller pouvoir récupérer le sang qu'on a perdu, d'accord dans le cas où l'ennemi ne peut pas porter votre cadavre, parce qu'admettons, je sais pas les situations, mais on peut l'avoir tué cet ennemi, et il nous a tué aussi, le sang... les échos de sang sont placés sur l'ennemi le plus proche. Donc s'il y avait un ennemi qui était ici, c'est cet ennemi qui portera le cadavre, d'accord Sinon, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'ennemis, d'autres ennemis, le plus proche... Ah d'accord, c'est le plus proche s'ils sont à égalité. Donc c'est le plus proche, c'est celui qui a le plus de points de vie. Si c'est lui qui a le plus de points de vie, eh bien c'est lui qui va porter le cadavre. Voilà. Et s'il n'y a aucun ennemi, les échos de sang sont placés sur la case à interagir. Donc il faudra interagir sur la case pour récupérer ce sang-là. Alors, c'est pas si simple que ça, puisque le sang porté par les ennemis, les cadavres portés par les ennemis, sont supprimés à chaque lune de sang.
puisque les ennemis sont en quelque sorte retirés, donc le sang est perdu à chaque lune de sang. Donc ça va être compliqué de récupérer son cadavre en général, pour avoir plusieurs fois testé la variante. C'est vraiment pas facile parce que est-ce que ça vaut le coup vraiment d'aller récupérer son sang, par exemple, lorsqu'il, comment dire, quand une mission est trop pressante, enfin je veux dire, voilà, si tu te fais tuer au début d'une lune de sang, c'est pas très grave, mais si c'est à la fin d'une lune de sang, ben là, ça va être un peu tendu de récupérer ce sang-là, donc des fois, il vaut mieux pas perdre trop de temps juste pour aller récupérer du sang qui a été perdu. Donc c'est pas facile vraiment d'aller chercher ce sang, mais quand on a l'occasion, ben, c'est plutôt cool, voilà. Ça fait partie des stratégies et surtout du coup des variantes supplémentaires que j'effectue. Activation sauvage des mini-boss. Les mini-boss, j'ai dû déjà peut-être en parler, ce sont des ennemis qui sont tirés avec ces cartes-là. Activation de mini-boss. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Donc on va préparer autant au départ du chapitre, autant de cartes mini-boss qu'il y a de lieux à explorer. Et à chaque lieu qu'on explore, on va révéler une carte mini-boss. Et on va voir, ah, il y a un chasseur qui va venir, qui apparaît sur notre case, comme ceci. Il va apparaître sur notre case. Et on va sortir du coup sa carte sa carte comportement. Je vous en montre une. Oula. Je vous en montre une comme ceci. Elles sont cernées elles sont un petit peu sanguinolentes, leurs cartes, elles sont rouges. Comme ceci. Donc voici ce que sont ces mini-boss. Pourquoi je fais une variante de cette petite extension de jeu? Parce que, en fait, les mini-boss sont censés apporter de la difficulté aux joueurs. C'est l'extension, c'est le but de l'extension, c'est d'apporter de la difficulté au jeu. Mais je trouve que c'est une difficulté qui est un petit peu biaisée par certains détails. C'est-à-dire qu'on peut esquiver un ennemi. Comme tout ennemi dans ce jeu, on peut ne pas aller à sa rencontre, en gros. On peut si on veut, l'ignorer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut l'ignorer, ce qui fait que le mini-boss va rester planté là, à un endroit de la map. Imaginons, il y a un endroit, il y a plein de lieux. Il va rester planté à un endroit et il aura apparu pour rien, pourtant on l'avait mis dans ce deck, et du coup ça aura servi un petit peu à rien. Et après plusieurs parties, je me dis là, mais ouais, mais la plupart du temps on peut les esquiver, ce qui fait que ça n'apporte pas réellement de difficulté. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus. Voilà. Et je me suis dit, c'est vrai que dans le jeu vidéo, en fait, ce sont des ennemis, contrairement aux ennemis habituels, qui nous traquent. C'est-à-dire qu'ils nous chassent. Ils nous traquent sans arrêt, on ne peut pas s'en débarrasser. Dès qu'on croise un mini-boss, un chasseur ennemi, eh ben, il va nous suivre jusqu'au bout. Et bien là, la variante, c'est quoi? C'est que les mini-boss s'activent indépendamment de votre position, sauf évidemment quand vous vous trouvez à l'intérieur d'un brouillard. Donc en gros, peu importe où vous vous trouvez, c'est ce que ça veut dire, ce mini-boss il peut être à l'autre bout de la map. Pendant votre activation, l'activation des ennemis, pardon, il va se déplacer de 1 et essayer d'aller vers le groupe. Alors c'est un peu plus facile, on va dire, de les esquiver quand vous êtes 4. Plus on est, plus ça va être simple. Quand vous êtes tout seul, mais il va toujours venir au même endroit, donc il a plus de chances de vous traquer, ce mini-boss. Donc un peu plus de réalisme par rapport aux jeux vidéo et aussi par rapport aux jeux de société, où ce mini-boss va pouvoir un petit peu plus nous attaquer, sachant qu'en plus, je dis pas de bêtises, voilà, quand on les tue, regardez, quand on les tue, le chasseur gagne un petit onitrus comme récompense. Donc en plus de ça, quand on les tue, et quand on combat contre eux, qu'on les tue, on obtient une récompense supplémentaire. Voilà. Les étapes de la lune de sang. Alors c'est un petit peu complexe. Les étapes de la lune de sang, chez moi, enfin en tout cas chez nous, avec le groupe de joueurs, là c'est un petit peu plus radical comme truc, c'est-à-dire que vous allez voir c'est un petit peu lié à la variante que j'avais expliquée sur la piste de chasse. La variante de la piste de chasse, souvenez-vous, ça a pris toute une vidéo parce que c'est quand même un sacré concept de jeu. Et l'influence de la lune de sang, de l'étape de réinitialisation, pareil, c'est quand même lié à ça. Donc il y a quand même beaucoup de changements. Quand le jeton de chasse atteint un emplacement rouge, stoppez toute activité, résolvez ces étapes.
nous ce qu'on fait c'est qu'on rafraîchit tous les coffres de la carte, voilà un petit peu comme on devrait le faire. On va replacer les ennemis à leur position d'origine. Et là vient la guérison, j'en avais déjà parlé dans la vidéo. Je trouvais ça insensé, en quelque sorte, hein, de guérir tous les ennemis. Alors les ennemis, c'est rare qu'on les guérisse, et en plus je trouve que ça sert un peu à rien, des fois en plus on oublie. Les boss, je trouve ça vraiment un peu abusé. Ça coupe de plaisir, ça sert à rien, parce que quand on atteint le dernier cran, ben là, le boss se guérit de tous ses PV, et là on sait déjà qu'on a perdu. Même déjà, l'avant-dernier, j'avais déjà parlé, hein, j'en avais déjà parlé. Même l'avant-dernier cran, déjà juste ça, c'est super compliqué d'aller éclater le boss. En plus, il se guérit juste après. C'est juste infernal. Nous, ce qu'on fait, eh bien, comme j'expliquais dès le départ, je suis à la fois puriste parce que j'adore ce que font les auteurs de base. Je suis moi-même un petit peu auteur, j'ai déjà créé quelques jeux. Je comprends, mais nous, on coupe la part en deux, c'est-à-dire on va guérir le boss de 3 points de vie au lieu de l'intégralité de ses points de vie, de sa phase évidemment. Sa phase, elle est en moyenne de 8 points de vie. Normalement, il est censé se guérir de 8 points de vie, nous, on le guérit de 3 points de vie. Voilà un petit peu la variante qu'on utilise, qui je trouve un peu plus juste. D'accord, il se guérit un peu parce que c'est une lune de sang, mais il faut pas abuser non plus. Les ennemis, nous, on les guérit pas. On les guérit pas du tout, les ennemis. S'ils ont pris des dégâts, ben ils ont pris des dégâts, c'est comme ça. Et puis de toute façon, c'est un petit peu rare. C'est rare qu'on doive les guérir de toute façon. Voilà pour le boss. Ben, on fait réapparaître les ennemis qui sont morts. Ça, c'est un peu une évidence, hein. Défausser les cadavres que j'expliquais tout à l'heure, portés par les ennemis, avec les échos de sang qui portent sur eux. On va les défausser et on ne peut plus récupérer nos cadavres. Donc ça apporte un peu plus de logique, je trouve, le fait de ne pas... C'est surtout le boss, hein, de ne pas guérir le boss, ça rend les combats contre les boss tellement venimeux, je trouve, et insensé. C'est insensé de guérir un boss par une lune de sang. Je trouve ça illogique. Voilà. Ensuite, mise en place, origine, arme trompeuse. Alors, ça, c'est une petite variante, hein, c'est une variante de mise en place. En gros, ce que je propose aux joueurs à chaque fois, ou à moi-même, hein, c'est au début de la partie, ils reçoivent au choix 2 armes trompeuses et ils en choisissent une sur les deux. Alors je sais pas si c'est ça dans les règles, je me rappelle plus trop. Je crois qu'on choisit une arme trompeuse, peu importe, hein, parce qu'au bout d'un moment, en fait, moi si vous voulez, j'en ai 14. Hein. 14 armes trompeuses, on va pas passer 5000 ans à choisir une arme. Donc j'en distribue 2 au hasard. Je m'aide, pour ceux qui en ont beaucoup, je m'aide des cartes de pistolet de chasseur. Regardez, chaque carte de pistolet de chasseur a son personnage. Et donc je distribue au hasard, tac, hop, et ce sera lui ou lui pour ce joueur. Il aura le choix entre ces deux, donc je sors les armes. Et ça permet de bien mélanger, au lieu de mélanger ces grosses cartes et de les abîmer en fait. Donc je pense que c'est une très bonne stratégie en fait pour choisir les armes de départ. Voilà pour cette variante. J'espère que je me suis fait des notes, mais j'espère que je vais pas m'oublier, parce que je suis sûr à la fin de la vidéo, je vais être là, mais non, mais j'ai oublié de parler de cette variante et tout, je vais pas refaire une vidéo pour une variante. J'espère n'en oublier aucune. Ouais, ça aussi. Elles sont où? Elles sont là. Les cartes ennemies. Vous avez pu voir, constater que les cartes ennemies ont 2 côtés. Comment dire? Souvent, alors au départ, je me rappelle, j'avais fait une petite variante, mais que j'ai pas trop kiffé. Je vous la propose quand même, c'est lorsque vous changez de chapitre, eh ben, vous retournez les ennemis. D'accord? On passe au chapitre 2, et on retourne du coup les ennemis, et ils font des attaques différentes. Mais ça me saoulait, je crois, un truc comme ça, à force de les retourner, je sais plus pourquoi. Je sais plus. Bon, c'est une variante parmi d'autres, hein, parmi tant d'autres. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est que, en fait, les ennemis, j'ai remarqué qu'ils ont une face plutôt, pardon, faite pour un petit comité, et une face qui est plutôt efficace face à un plus grand comité. Donc je les ai marqués en fait
d'une petite marque noire, très discrète. Vous pouvez voir la différence entre deux ici. Voilà, c'est une marque très discrète. Vous voyez entre les deux là. Je vais essayer avec le reflet. Voilà, donc c'est un côté noir et un côté gris. Le côté gris, ça va être pour 3-4 joueurs. Et le côté noir, ça va être pour 1-2 joueurs. Donc pour petit comité. Et à chaque fois, j'ai consulté les cartes pour voir quelle serait la face la plus efficace face à 3-4 joueurs et face à 1-2 joueurs. Donc celle-là me semble plus efficace pour pour les parties à 3-4 joueurs. Donc j'ai fait ça pour chaque ennemi. Donc ça c'est intéressant d'avoir ce petit côté là. Vous pouvez utiliser l'autre variante que j'utilisais mais que quelquefois j'utilise pour varier un peu, de les retourner à chaque chapitre. Donc les cartes ennemies, même si des fois elles changent, c'est ça qui est un petit peu dommage. Des fois il n'y a pas les mêmes ennemis pour chaque aventure, donc ça sert un petit peu à rien. Voilà pour cette petite variante sur les cartes ennemies. Une autre que j'avais déjà évoquée, qui est liée aux cartes consommables. Les consommables, parce que j'en avais déjà parlé par rapport aux variantes, parce que évidemment, moi j'ai fait des extensions maison, comme je vous rappelle, hein, les cartes trésors. Les cartes trésors. Dans mes parties à moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre un coffre, je vais prendre un consommable et une carte trésor. Donc j'obtiens deux éléments en fait. Vous, ce que vous pouvez faire, puisque j'en avais parlé, j'estime moi personnellement que avoir un consommable en ouvrant un coffre, je trouve ça tellement pauvre et tellement en fait cruel. C'est-à-dire que, j'explique pourquoi. Des fois, on va mettre, je sais pas moi, on va devoir dépenser 3 cartes juste pour aller chercher un consommable. Là, pour choper, je sais pas, un papier de foudre ou un truc comme ça, t'as dépensé 2 cartes. Et s'il faut, ce truc va même pas te servir. Les ennemis étant assez intelligents dans ce jeu, ça va être quand même un petit peu, je trouve, un petit peu pauvre d'avoir juste un consommable. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est avoir 2 consommables. Ou si vous voulez couper la poire en deux, moi je coupe tous les fruits. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est de choisir une des deux et défausser l'autre. Voilà. Vous pouvez aussi faire cette petite variante là, qui est un petit peu plus aménagée. Mais moi, dans mon équilibre, j'ai quand même mis en place ces choses-là. Je pense avoir fait le tour. J'espère ne pas me tromper. De toute façon, voilà, il y a quand même pas mal de choses, mais tout ça est un équilibre. Hein, sur pareil, lorsqu'on fait des variantes, il faut pas oublier qu'il y a un équilibre du jeu. En termes de difficulté, je parle. Hein. Il y a un équilibre quand même qui est important dans le jeu, à maîtriser. Même s'il y en a, j'ai remarqué, il y en a plein. Hein, vous allez voir les forums. Tous les gens qui ont fait des variantes, mais complètement avec des 4000 règles casse-tête. Moi, je suis pas trop fan. Ou alors des gens qui ont fait des variantes, mais pour simplifier le jeu. Alors, je comprends un peu. Il y en a, c'était pour apporter de la difficulté. Il faut quand même être conscient que lorsque vous modifiez quelque chose, ça peut rendre le jeu plus simple ou plus difficile. Donc, si vous en ajoutez d'autres, il faut éviter que ça bouscule d'autres compartiments, que ça bouscule d'autres choses. Il faut vraiment avoir de la réflexion. Moi, je le fais parce que je me casse la tronche à chercher des petites variantes. Enfin, entre guillemets, hein, c'est avec beaucoup de recul et c'est avec aussi beaucoup d'expérience sur la création de jeux, parce que j'ai déjà créé des jeux. Je me suis déjà torturé la tête pour. Il faut savoir que des fois, ça a des effets de cascade, de modifier quelque chose, ça peut modifier autre chose, et il faut y penser à ça. Il faut vraiment y penser, il faut être conscient de ça. Voilà. Bon, mais pour ceux à qui ça a plu, tant mieux. Moi, je suis très content, en tout cas, de faire partager ça. Et voilà. Donc, moi, quand je vois un petit peu ce matériel, ça me donne envie de faire des parties. Donc, peut-être qu'à l'avenir, je ferai des parties de jeu avec ce matériel-là. Normalement, ça devrait le faire. Il y a quand même un beau champ, une belle lumière. Un bon son, j'espère, en tout cas. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la prochaine partie, j'espère. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.